Donc il a déjà défini, c'est un syndrome lymphoprolifératif, une prolifération monoclonale de cellules. Et ces cellules sont matures, elles sont bloquées à un stade de leur différenciation. On parlera aussi d'accumulation de lymphocytes dans la moelle osseuse, dans le sang, dans les organes lymphoïdes. Et comme il a dit tout à l'heure, les syndromes lymphoprolifératifs ont un point de départ ganglionnaire extramédulaire. Et la lymphocytose doit être supérieure à 5000 par millimètre cube. Et cette lymphocytose doit pouvoir être chronique, donc persister au-delà de 3 mois. Ensuite, ici, je vous fais un peu... Non, ça ne marche pas. Lorsque on a fini la lymphopoïèse médulaire, on ressort de la moelle osseuse avec un lymphocyte naïf qui n'a pas encore rencontré d'antigène. Et donc, au cours de la maturation, le lymphocyte doit rencontrer les antigènes au niveau des ganglions, donc des organes lymphoïdes secondaires. Et comme il a présenté tout à l'heure, à chaque étape de la maturation, donc à chaque étape, lorsqu'il va rencontrer une partie de la cellule, de la zone du ganglion, il va pouvoir avoir peut-être des mutations, peut-être des altérations génétiques qui seront à l'origine, en fait, des lymphomes. Donc, lorsqu'on sera au niveau de la zone marginale, on aura les lymphomes de la zone marginale. Lorsqu'on sera au niveau du manteau, on aura les lymphomes du manteau. Lorsqu'on sera au niveau du centre germinal, on aura les lymphomes folliculaires. Ensuite, au niveau de lymphoprolifération T, qui sont un peu plus complexes, on aura des formes extraganglionnaires, on aura des formes cutanées, on aura aussi des formes leucémiques et des formes ganglionnaires. Donc, à ce stade, comme il le disait tout à l'heure, la cytologie est très importante. C'est le premier pas dans la biologie et surtout dans l'hématologie. Mais la cytologie a une valeur d'orientation. Même si certains lymphomes, comme le lymphome de Burkitt, peuvent être définis à la cytologie, la morphologie va nous orienter vers l'immunophénotypage qui va pouvoir nous aider à pouvoir déterminer tous les antigènes qui sont sur le lymphocyte et donc nous permet de mieux caractériser la prolifération. Donc ici, avec l'hémogramme, on aura la lymphocytose supérieure à 5000 et avec tous les antécédents, on aura à réaliser un frottis. Et si nous avons l'aspect polymorphe, on peut s'orienter vers les lymphocytoses réactionnelles. Si nous avons les aspects monomorphes, il faut voir comment sont les cellules. On peut avoir plusieurs types de cellules, donc l'aspect monomorphe, et en ce moment, on ne pourra pas distinguer est-ce un lymphocyte B ou un lymphocyte T. D'où l'action de l'orientation ou de la limite un peu de la cytologie qui va nous permettre, avec l'aspect monomorphe et les cellules anormales, de nous orienter vers l'immunophénotypage ou par la cytométrie en flux, qui va nous permettre de caractériser tous les antigènes qui sont situés sur le lymphocyte. Donc, quels sont les différents avantages de l'immunophénotypage? Elle va nous permettre de confirmer une monotypie, d'identifier la lignée proliférante, de classer la pathologie, de voir est-ce qu'il y a une expression d'un marqueur aberrant, est-ce qu'il y a un trou phénotypique, est-ce qu'il y a une perte d'expression d'un marqueur, et puis essayer d'évaluer un pronostic. Et l'immunophénotypage permet surtout le suivi et la détection de maladies résiduelles. Ensuite, quel est le principe de la cytométrie en flux? On aura d'abord des cellules qui seront marquées, qui vont rencontrer un faisceau laser, et cette cellule-là qui est marquée va pouvoir diffuser au niveau de la FSC, donc de la taille, de la granularité, et les autres anticorps qui sont couplés à des fluorochromes vont pouvoir réagir avec le laser pour émettre des fluorescences qui seront captées par des photomultiplicateurs. Et tout ça avec un système optique sera détecté. On aura les différents diagrammes qui vont nous permettre de pouvoir faire le diagnostic. Quels sont les échantillons que nous pouvons utiliser pour la
l'immunophénotypage. On peut utiliser le sang, la moelle, le liquide céphalo-rachidien, les organes qui nous parviendront dans un milieu de transport, et puis les épanchements pleuraux, acides, broncho-alvéolaires aussi. Nous allons voir un peu maintenant les syndromes lymphoprolifératifs chroniques B, l'immunophénotypage. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de cytomètres qui ont 2, 3, 4, plusieurs lasers, et on peut utiliser beaucoup d'anticorps monoclonaux. Ce que je vous présente là, c'est un peu les différentes étapes pour pouvoir définir un type de lymphome. Donc, quand je parle de panel, ce n'est pas forcément que ces réactifs, que ces anticorps-là qui sont à l'intérieur, mais quels sont les anticorps qui vont nous permettre, petit à petit, de pouvoir aboutir à un diagnostic. Donc, le premier panel va nous permettre d'affirmer la nature B de la prolifération, d'évaluer l'expression des chaînes kappa lambda, et donc de définir la population monoclonale qui doit être supérieure à 5000. Donc, c'est vraiment le tube d'orientation ou de screening. Donc là, je vous présente une lymphocytose, la caractérisation de cette lymphocytose qui est B, avec le CD19, et la monoclonalité kappa. Et ensuite, le deuxième cas, c'est une lymphocytose, la nature B et la prolifération lambda avec les anticorps anti-monoclonaux lambda et kappa. C'est exactement la même chose. La diapo a été dupliquée. Ensuite, nous avons obtenu notre population monoclonale kappa ou lambda. Nous allons passer à une étape supérieure. Nous allons essayer de calculer le score de Matutes pour pouvoir différencier la LLC des autres syndromes lymphoprolifératifs de type B. Et là, nous vous présentons le score de Matutes. Lorsque le score de Matutes est supérieur à 4, on parlera de leucémie lymphoïde chronique. Mais comme tout à l'heure, il a dit, lorsqu'on a un score de Matutes supérieur à 4, on peut avoir une variante de la LLC. Et dans ce cas-là, on parlera de leucémie, de lymphome lymphocytaire. Dans ce cas, on aura un syndrome tumoral, mais la lymphocytose est inférieure à 5 giga par litre, et la lymphocytose monoclonale B, lorsqu'on n'aura pas de syndrome tumoral. Et donc ici, nous vous présentons une leucémie lymphoïde chronique. Nous avons déjà déterminé la monoclonalité kappa. Nous voyons que cette prolifération monoclonale est CD5 positif, CD79 FMC7 très faible, voire négatif, et un CD23 positif. Donc nous sommes en face d'une expansion monotypique kappa avec les différents phénotypes, avec un score de Matutes de 5. Donc on parlera de leucémie lymphoïde chronique. Lorsque le score de Matutes est inférieur à 3, on aura un autre panel de caractérisation avec les différents marqueurs qui vont nous permettre de discriminer les autres syndromes lymphoprolifératifs de type B. Et donc, ceci est un arbre décisionnel qui va nous aider à nous orienter lorsqu'on a un score de Matutes inférieur à 3. Donc ici, lorsque le CD5 est positif, on aura un CD5 positif et un CD10 négatif. On a soit la LLC qu'on a déjà définie avec le score de Matutes supérieur à 4. Et donc, il ne restera que le lymphome du manteau qui va être caractérisé avec les autres marqueurs. Et lorsque le CD5 est négatif et le CD10 positif, on aura le lymphome du folliculaire qui sera ensuite caractérisé par ces marqueurs spécifiques. Et avec le CD5 négatif et le CD10 négatif, on aura la leucémie arthricole-leucocyte ou le lymphome de la zone marginale qui seront ensuite eux aussi déterminés par d'autres marqueurs spécifiques. Et ici, nous vous montrons une prolifération B, monoclonale kappa. Nous avons un CD5 négatif, nous avons un CD20 positif, un CD10 négatif. Nous avons le CD79 et FMC7 positif. Nous avons le CD23 négatif.
On a un CD25 et un CD24 négatif. Ensuite, nous avons un CD103 et un CD11C négatif. Nous sommes en face d'une prolifération kappa. Le score de maturité, c'est 0. Et cette prolifération correspond à un lymphome de la zone marginale. Ensuite, nous allons voir un exemple de lymphome folliculaire. Donc, on a toujours notre prolifération lambda ici. Ensuite, nous avons notre CD19, CD5 négatif. Nous avons notre CD20, CD10 positif. Le FMC7 positif, CD79B positif. Et nous avons un CD23 négatif. Et nous avons fait le BCL2 qui est positif. Et donc, nous sommes en face d'un lymphome folliculaire. Ensuite, nous allons voir un exemple de leucémie à tricoleucocytes. Donc, on a toujours notre prolifération. Il faut dire que le tricoleucocyte, au niveau de la cytométrie en flux, les lymphocytes ne sont pas au même niveau que les autres lymphocytes. Elles sont, avec les cheveux, elles sont un peu plus grandes, donc elles se mettent un peu au-dessus. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas si, voilà. Vous voyez là, les lymphocytes se mettent là. Ils sont un peu plus au-dessus de ceux qui sont en rouge, donc ils sont là. Donc, elles sont un peu plus grandes. Donc, on va déterminer le caractère CD19, donc la monoclonalité. Ensuite, nous aurons le CD5 qui est négatif, le CD19, CD10 qui sont le CD19, le CD20 positif, le CD10 négatif. Ensuite, le CD200 qui est positif, CD43 négatif. On aura le FMC7, CD79 qui sera très positif. Le CD23 légèrement négatif. Le CD103 est positif, le CD11C est positif. Le CD25 positif, CD24 positif. Nous serons donc en face d'une expansion monotypie lambda avec un CD43 positif, un CD11 positif, un CD103 positif. Nous sommes en face d'une leucémie à tricoleucocytes. Ensuite, pour les autres syndromes lymphoprolifératifs de type B, nous pouvons utiliser tous ces marqueurs qui sont là, qui peuvent nous aider à pouvoir différencier. Et il faut signaler qu'aujourd'hui, avec l'Association française de cytométrie, nous avons introduit le CD13 qui est un peu caractéristique du lymphoplasmocytaire. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de syndrome lymphoprolifératif T. Ça existe, mais ils ne sont pas en grande quantité. Et c'est la même chose, on va partir d'un panel pour vérifier est-ce qu'il y a une monoclonalité. Est-ce que ce sont vraiment des lymphocytes T? Est-ce que c'est monoclonal, ces lymphocytes-là? Est-ce qu'il y a un trou phénotypique? Parce que dans les syndromes lymphoprolifératifs T, on peut avoir quelquefois disparition d'un marqueur. Donc, avec ça, nous allons déterminer est-ce que nous sommes en phase d'une prolifération T. Donc, ici, nous voyons que nous avons des lymphocytes T, des lymphocytes. Nous allons essayer de déterminer est-ce que ce sont des lymphocytes T. Et on voit ici la prolifération T, CD3 positif. Et vous voyez la quantité de lymphocytes B qui est très faible. Ensuite, on va déterminer ce CD3+, qui est en fait des lymphocytes T, qui sont des lymphocytes T. Et ensuite, on va essayer de voir est-ce qu'ils portent les autres marqueurs des lymphocytes T. Et là, on va déterminer qu'ils portent le marqueur 5. Et là, on va utiliser un isoforme du TCR alpha, qui est en général le TRBC, qui va nous permettre de pouvoir dire est-ce qu'il est monoclonal, est-ce qu'il n'est pas monoclonal. Et ici, on voit que le TCRBC1 est négatif. Donc, c'est une population monoclonale. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs formes de syndrome lymphoprolifératif T. Et le deuxième marqueur, en fonction des laboratoires, il y a plusieurs marqueurs pour déterminer les syndromes lymphoprolifératifs T.
On peut avoir des marqueurs cytotoxiques, des marqueurs de co-stimulation, des marqueurs d'activation. C'est dit que la caractérisation des lymphocytes T est un peu plus complexe que les lymphocytes B. Et donc, l'objectif, c'est de discriminer. Et ici, je vais vous montrer un syndrome de Sézary un peu atypique parce que, à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas de trou phénotypique. Donc, nous avons déjà montré la monoclonalité et nous avons vu que ici, cette prolifération-là est CD3+, CD7+, et qu'elle est TCRB négatif, et qu'ici, elle est CD194 positif. Et donc, avec la clinique, avec la cytologie, tout cela ensemble va nous permettre de pouvoir dire que c'est un syndrome de Sézary. Et donc, tous ces marqueurs-là peuvent nous aider à pouvoir discriminer le syndrome de Sézary, les syndromes lymphoprolifératifs T. Parce qu'on n'a pas qu'un seul, il y en a plusieurs, et il faut toujours corréler la clinique, la cytologie, l'immunophénotypage et aussi tout ce qui est biologie moléculaire, telle que la cytogénétique et la biologie moléculaire elle-même. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est de dire que la cytologie est importante, mais que la cytométrie en flux, l'immunophénotypage par cytométrie en flux est une étape capitale du diagnostic des syndromes lymphoprolifératifs. Elle permet d'affirmer le caractère monoclonal, l'appartenance à une lignée, le diagnostic précis. Et aujourd'hui, avec les différentes thérapeutiques que mon collègue va aborder tout à l'heure, on peut traiter ces différents syndromes-là par des thérapies ciblées ou des immunothérapies. Et donc que l'interprétation de l'immunophénotypage doit être prudente parce qu'il existe beaucoup de panels, il existe beaucoup de zones de chevauchement entre les différentes entités. Et dans nos pays subsahariens, les ressources sont très limitées. On a des équipements des problèmes d'équipement, de personnel très qualifié, de la couverture sanitaire insuffisante. Et donc dire que le diagnostic des syndromes lymphoprolifératifs chroniques est multidisciplinaire. Il ne faudrait pas que le cytologiste dise que c'est moi qui définis ou le cytométriste dit que c'est moi qui définis, mais c'est vraiment un ensemble. C'est ensemble qu'on pourra définir que c'est un syndrome lymphoprolifératif. Et pour conclure, demander de favoriser la collaboration sud-sud pour une meilleure prise en charge de nos différents patients. Et ici, je voudrais remercier le Maroc qui a soutenu la Côte d'Ivoire pour qu'on ait la 3e étoile. Je vous remercie.